Marc, je t'en prie, pardonne-moi. Tu as fait ton choix. Maintenant, assume. La pluie n'avait pas cessé depuis 3 jours quand Jessica m'a annoncé qu'elle voulait divorcer. Nous étions au Bella Vista, son restaurant préféré à Manhattan. Les serveurs connaissaient son nom et lui réservaient toujours sa table près de la fenêtre. Je ne mangeais pas. Mon assiette restait là, la nourriture refroidissant pendant que je la regardais. La regardais vraiment, peut-être pour la première fois depuis des mois. La façon dont elle riait trop fort à quelque chose que son ami Daniel avait dit au téléphone. La façon dont elle ne me regardait même pas en raccrochant. La façon dont ses boucles d'oreilles en diamant captaient la lumière des bougies ou des boucles d'oreilles que je lui avais offertes pour notre 5e anniversaire, à l'époque où je pensais encore que nous construisions quelque chose qui durerait. « Tu ne manges pas » dit-elle, finissant par me remarquer. Sa voix avait cette pointe, celle qui sortait quand je ne jouais pas bien mon rôle, quand je n'étais pas l'accessoire parfait dont elle avait besoin. « Tu essaies de faire passer un message, Marc ?» Ce n'était pas le cas. J'étais juste fatigué. Vraiment épuisé. Fatigué d'être le mari qu'elle exhibait lors des événements caritatifs, tout en chuchotant à ses amis que j'étais, assez bien, vu les circonstances. Fatigué de vivre dans son pantouse, de dormir dans son lit, de porter des vêtements achetés avec l'argent de sa famille. Fatigué qu'on me rappelle de 1000 façons que j'étais un invité dans sa vie, pas un partenaire, jamais son égal. Ça va, dis-je doucement. Je n'ai juste pas faim. Elle leva les yeux au ciel, comme une adolescente agacée par un parent, et retourna à son steak. Le serveur est apparu, demandant si tout allait bien, et Jessica s'est lancée dans un long discours sur le vin, utilisant des mots qui ne voulaient rien dire, sauf qu'elle aimait faire des tours à l'équipe. C'est là que j'ai su, assis dans cet endroit hors de prix, regardant ma femme de 8 ans traiter un inconnu mieux qu'elle ne m'avait traité depuis des mois, j'ai su que notre mariage était fini. Était fini depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. La question n'était pas de savoir si nous allions rompre, mais quand et quelle part de moi-même j'allais perdre. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour avoir la réponse. Nous n'avons pas parlé dans la voiture sur le chemin du retour. Jessica faisait défiler Instagram, aimant des photos de personnes que je n'avais jamais rencontrées, des gens de son monde. Le monde des fonds de placement et des résidences secondaires dans les Hamptons, des écoles préparatoires et des country clubs où les adhésions coûtaient plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Je ne me suis jamais intégré à ce monde, même après 8 ans d'efforts. 8 ans à m'effacer lentement pour devenir celui dont elle avait besoin. Ma mère disait que l'amour ne se souciait pas de l'argent. Elle disait ça alors que nous étions assis dans notre petit appartement à Brooklyn, elle faisant les 2-8 comme infirmière pendant que je bossais pour les examens qui me permettraient d'entrer à l'université. Elle disait ça en mangeant des pâtes pour la 4e fois de suite parce que c'était tout ce que nous pouvions nous permettre. Elle le disait comme si elle y croyait vraiment. Elle avait tort. Ou peut-être qu'elle avait raison, et ce que Jessica et moi avions n'était jamais de l'amour. Peut-être que c'était juste facile, juste parce que nous étions là, juste 2 personnes qui allaient bien ensemble, même si tout était faux. Le pantouse était sombre quand nous sommes arrivés. 23e étage. Des baies vitrées du sol au plafond donnant sur Manhattan. Le genre de vue qui incite les touristes à coller leur visage contre la vitre et à rêver. J'avais l'habitude de me tenir à ces fenêtres et d'avoir l'impression d'avoir réussi. Comme si le gamin de Brooklyn avait gagné, épousé la princesse, pénétré dans le château. Maintenant, je me sentais juste comme un imposteur en attendant d'être démasqué. En attendant que quelqu'un réalise que je n'avais pas ma place. Il faut qu'on parle, dit Jessica, en enlevant ses talons et en se dirigeant vers le bar. Elle s'est versé un scotch au MC Allen 25 ans, bien sûr sans m'en proposer un. Pas que j'en veuille. Ça ne marche pas. Tu sais que ça ne marche pas. Je le savais, mais l'entendre le dire a fait éclater quelque chose en moi. Quelque chose que je gardais fermé depuis des mois, peut-être des années. Qu'est-ce que tu veux, Jessica ? Elle se retourna, et je vis quelque chose dans son visage que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste un regard froid. Comme si elle regardait un mauvais investissement, décidant s'il fallait vendre. Un divorce. À l'amiable. Rapide. Sans drame. Le mot flottait là entre nous. Divorce. La fin de tout ce que nous avions construit. Ou tout ce que je pensais que nous étions en train de construire pendant qu'elle planifiait sa fuite. D'accord, dis-je, parce que dire d'autre ? Ses sourcils se sont légèrement levés.
Elle s'attendait à une dispute, peut-être à des larmes, à des supplications. Mais j'avais appris quelque chose en 8 ans de mariage avec Jessica Whitmore, elle obtenait toujours ce qu'elle voulait. Se battre ne faisait que rallonger les choses et lui donner des munitions à utiliser contre vous. D'accord, répéta-t-elle. C'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je vais me battre pour un mariage que tu as quitté il y a des mois? Que je vais compliquer les choses? Je ne le ferai pas. Si tu veux divorcer, nous divorcerons. Quelque chose a traversé son visage. De la surprise, peut-être, ou de la déception de ne pas lui offrir la scène qu'elle avait prévue. Puis c'est parti, et elle avait ce regard froid que je connaissais si bien. Bien. Mon avocat vous enverra les documents demain. Vous pouvez demander à Harold de les examiner. Ah, attendez. Elle sourit, mais c'était un sourire cruel. Vous n'avez pas les moyens de vous payer Harold, n'est-ce pas? Bon, je suis sûr qu'il existe des tas d'avocats moins chers. Voilà. Le coup de poignard s'est glissé si facilement que je ne l'ai presque pas senti, le rappel de ma place dans son monde. Je trouverai quelqu'un, dis-je. MMM. Elle sirota son scotch, me regardant comme un insecte qu'elle aurait trouvé sous un microscope. Vous devriez probablement commencer à faire vos valises. Je veux que vous soyez partis avant la fin de la semaine. Le Pantouse est à mon nom, évidemment. Tout, d'ailleurs, à vrai dire. Ma gorge se serra. Tout. As-tu contribué à la compte, Marc? Au prêt immobilier? Aux rénovations? Est-ce que tu paies les charges? Chaque question était comme un coup de couteau. Non. Puis, donc oui. Tout. Je le savais, bien sûr. Au fond de moi, j'avais toujours su que rien dans cette vie ne m'appartenait vraiment. Mais le savoir en théorie et se le faire épeler comme ça? C'était autre chose. J'ai quelques économies, commençai-je. Ah bon? Son sourire s'élargit et mon estomac se noie. Ce compte joint que nous avons ouvert quand nous nous sommes mariés? Je l'ai clôturé cet après-midi, j'ai tout transféré sur mon compte personnel. Mon avocat dit que c'est parfaitement légal. C'était mon argent qui l'alimentait. De toute façon, vous pouvez prendre ce qu'il y a sur votre ancien compte courant d'avant qu'on se rencontre. Je suis sûr que c'est. Elle fit une pause, comme si elle faisait un calcul, 6 cents vous mèneront loin. La pièce bascula. 600 $. C'est ce que 8 ans de mariage m'avaient laissé. 600 $ et un placard rempli de vêtements de marque que je n'avais jamais voulu, payés avec de l'argent qui n'avait jamais été le mien. Jessica. Oh, et Marc. Elle posa son verre et se dirigea vers la chambre, s'arrêtant dans l'embrasure de la porte. J'aimerais que vous soyez partis d'ici lundi matin. J'ai quelqu'un qui vient prendre le brunch, et ce serait gênant si vous étiez encore là. Quelqu'un? Pas même un nom, juste quelqu'un. Quelqu'un qui dormait probablement déjà dans notre lit les soirs où je travaillais tard. Quelqu'un avec qui elle préparait cette évasion pendant que j'étais assez stupide pour penser qu'on traversait juste une mauvaise passe. La porte de la chambre se referma avec un clic. Je restai là dans le salon pendant un long moment, à fixer ces fenêtres que j'avais autrefois aimées, cette ville qui s'étendait en contrebas comme une promesse étincelante. Là-haut, New York avait l'air magnifique, magique, comme si tout était possible. Ici-bas, elle avait juste l'air froide et indifférente. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Impossible. Au lieu de ça, j'ai sorti mon vieux sac de sport, celui de la fac, usé et rapiécé, que j'avais fourré au fond du placard derrière des housses de costumes que je n'avais jamais payées, et j'ai commencé à faire mes valises. C'était incroyable de voir à quel point peu de choses m'appartenaient vraiment. Les vêtements à elle, la montre, un cadeau de ses parents, l'ordinateur portable, acheté avec sa carte de crédit. J'ai passé au crible 8 ans de ma vie et j'ai réalisé que je pouvais faire tenir ce qui était vraiment à moi dans un seul sac. Quelques vieux livres, quelques photos de ma mère, le sweat à capuche Columbia que j'avais tellement porté pendant mes études que les lettres se craquelaient, mon téléphone, que j'avais insisté pour payer moi-même, l'une des rares petites victoires que j'avais remportées. Et là, au fond de mon tiroir, enfoui sous des chaussettes que je n'avais jamais portées, il y avait la carte de ma mère. Je l'avais oubliée. Elle me l'avait donnée une semaine avant sa mort, me l'avait glissée dans la main alors qu'elle était allongée sur ce lit d'hôpital, le cancer ayant rongé tout sauf son besoin de me voir installé, soigné, en sécurité. Promets-moi que tu garderas ça, avait-elle chuchoté, sa voix fine comme du papier, à peine audible au-dessus des machines.
Ne l'utilise pas sauf si tu y es absolument obligé. Mais garde-la. Promets-le-moi, Marc. J'avais promis, même si je ne comprenais pas pourquoi. Ce n'était qu'une vieille carte bancaire, usée sur les bords, les numéros à peine visibles. Elle n'avait jamais eu beaucoup d'argent. Les infirmières ne s'enrichissent pas. Et une mère célibataire élevant un enfant à New York encore moins. J'avais imaginé que le compte auquel elle était reliée contenait peut-être quelques centaines de dollars, tout au plus. Un petit fonds d'urgence qu'elle avait réussi à cacher à ses propres urgences. Maintenant, assis sur le sol d'un pantouse dont on me mettait à la porte, je retournais la carte dans mes mains. Le plastique était chaud, enfoui dans le tiroir. Le logo de la banque était presque effacé. Chase. Je distinguais à peine un numéro de compte. Le nom de ma mère en relief. Margaret Sullivan. J'ai glissé la carte dans mon portefeuille, sans trop savoir pourquoi. Par habitude, peut-être, ou par sentimentalisme. Ou par l'espoir désespéré que ma mère m'ait d'une manière ou d'une autre laissé quelque chose qui puisse m'aider à survivre les prochains jours, le temps que je comprenne ce qui allait se passer ensuite. Le soleil se levait quand j'ai fini de faire mes valises. Une lumière grise filtrait à travers ces fenêtres hors de prix, baignant tout dans des nuances de rien. J'entendais Jessica dans la chambre, son réveil sonner, le bruit de sa routine matinale qui commençait, douche, soin de la peau, le rituel de construction de la Jessica Whitmore parfaite que le monde verrait. Je suis parti avant qu'elle ne sorte, sans lui dire au revoir. Qu'est-ce qu'il y avait à dire, de toute façon? Les rues étaient encore mouillées de la pluie, mais au moins, ça avait fini par s'arrêter. J'ai marché pendant des heures, mon sac de sport sur l'épaule, mon téléphone agonisant lentement dans ma poche parce que je n'avais pas pensé à prendre mon chargeur et qu'il avait probablement été acheté avec son argent, de toute façon. J'avais appelé Ryan, un pote de la fac, et il m'avait dit que je pouvais squatter son canapé quelques jours. Pas longtemps qu'il m'avait prévenu, sa copine, Emily, en a déjà marre de voir à quel point leur appart est petit. Mais quelques jours. Assez de temps pour voir venir. Sauf qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. Je travaillais dans la société d'investissement de la famille de Jessica, un job en or que j'avais obtenu non pas parce que je le méritais, mais à cause de ce mariage qui se soldait maintenant par un divorce. Évidemment, je n'avais aucune économie digne de ce nom. 600 $, ça me paierait peut-être une semaine dans un motel miteux, si j'avais de la chance. Toutes mes cartes de crédit étaient liées à des comptes qu'elle contrôlait. Je n'avais pas de voiture. On avait vendu la mienne il y a des années parce que c'est ridicule d'avoir 2 voitures à Manhattan, Marc, et la mienne est plus belle, de toute façon. J'avais anéanti ma propre indépendance, petit à petit, pensant qu'on construisait quelque chose ensemble. Pensant que l'amour, c'était tout partager, ne faire qu'un au lieu de 2 personnes distinctes. J'avais été un crétin fini. À midi, je me tenais devant une agence chez Sammy Down. Je ne sais pas pourquoi je suis entré. Peut-être par désespoir, ou l'idée stupide que je devrais au moins vérifier si le compte de ma mère avait quelque chose avant de commencer à vendre mes affaires. La banque était presque vide. Quelques personnes au distributeur, et un conseiller assis à un bureau, à scroller sur son téléphone comme si c'était le mec le plus blasé de la Terre un samedi matin. Je suis allé au distributeur en premier, j'ai glissé la carte de maman, et j'ai attendu qu'elle soit rejetée. Qu'elle me dise que le compte était fermé, expiré, inutilisable. Au lieu de ça, il m'a demandé un code PIN. Je suis resté planté devant l'écran. Est-ce que maman m'a déjà dit son code PIN? J'ai essayé sa date de naissance. Rien à faire. Une dernière tentative avant que la carte ne se bloque. J'ai juste deviné et j'ai mis la date à laquelle elle m'avait donné la carte, la veille de sa mort. L'écran a changé. Compte accepté. Consultez votre solde? Ma main a tremblé un peu quand j'ai cliqué sur oui. La machine a réfléchi une seconde, en traitement, et puis, erreur. Veuillez consulter un conseiller pour assistance. Forcément. Le compte devait avoir genre, 12 balles dessus, et le distributeur n'était même pas capable de gérer ça. J'ai repris la carte et je me suis dirigé vers le bureau. Le conseiller blasé a levé les yeux, comme s'il s'apprêtait à m'annoncer une mauvaise nouvelle qu'il avait déjà donnée 1 million de fois. Je peux vous aider? Ouais, j'ai cette carte pour ma mère. Elle est décédée il y a 7 ans, et j'essaie juste de voir s'il y a quelque chose sur le compte. Je l'ai glissé sur le bureau, avec l'impression de mendier. Peut-être que c'était le cas. Il l'a ramassée, l'a regardée, et a commencé à la rentrer dans son ordinateur,
toujours avec son air blasé. Puis son visage a changé. C'était léger au début, juste ses yeux qui s'écarquillaient un peu, une pause. Mais ensuite, il a regardé l'écran, a regardé la carte, m'a regardé, et il est devenu livide. Il est devenu blanc comme un linge. Monsieur, a-t-il dit, sa voix complètement différente, prudente. Est-ce que vous pouvez patienter un instant? Il y a un problème? Non, non, pas de problème. Attendez juste ici, s'il vous plaît. Il s'est levé si vite que sa chaise a roulé en arrière et a heurté le mur. Puis il marchait, presque en courant, vers les bureaux du fond, la carte toujours dans sa main. Je l'ai regardé s'éloigner, totalement confus, avec une sensation de malaise dans l'estomac. Maman avait-elle fait quelque chose d'illégal? Est-ce que c'était une arnaque? Est-ce que j'allais me faire arrêter pour avoir essayé d'utiliser le compte d'une morte? Les minutes ont passé, des minutes longues et gênantes. D'autres conseillers ont commencé à me regarder, en chuchotant entre eux. Une femme en tailleur est sortie du fond, m'a regardé, a dit quelque chose de sec au premier conseiller que je n'ai pas pu entendre. Puis ils se dirigeaient tous les deux vers moi. Le type était toujours pâle, et la femme tenait un dossier. Monsieur Sullivan, a-t-elle dit. Sa voix était douce, comme les voix des gens quand ils sont sur le point de bouleverser votre monde entier. Je suis Rebecca Klein, la directrice de l'agence. Pourriez-vous me suivre, s'il vous plaît? Dans un endroit plus discret. La sensation de malaise a empiré. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, a dit le premier conseiller, sa voix tremblant un peu. S'il vous plaît, il faut que vous voyiez ça. Ils m'ont conduit dans un bureau privé à l'arrière et ont fermé la porte. La directrice s'est assise en face de moi, a ouvert le dossier et en a sorti un relevé. Monsieur Sullivan, je dois d'abord vérifier votre pièce d'identité. Puis-je voir votre permis de conduire? Je l'ai tendu, mes mains tremblant. Elle l'a regardé, l'a comparé à quelque chose sur son ordinateur, et a hoché la tête lentement. C'est bien vous. C'est vraiment vous? De quoi vous parlez? Elle a glissé le relevé sur le bureau. J'ai baissé les yeux. Le numéro de compte correspondait à la carte de maman. Le nom, Margaret Sullivan. Titulaire principal du compte, David Sullivan. Attends, non. Mark Sullivan, bénéficiaire en cas de décès. Et puis j'ai vu le solde. J'ai arrêté de respirer. Il fallait que je lise mal. Il ne pouvait pas y avoir autant de zéros. Pas dans le monde de ma mère. Impossible. C'était invraisemblable. Je n'arrivais même pas à finir ma phrase. 247 millions de dollars, dit doucement la directrice. À quelques centaines de milliers près. Le compte a généré des intérêts pendant 7 ans. Votre mère l'a constitué en fiducie qui vous serait transférée automatiquement à son décès, mais uniquement si vous utilisiez la carte qu'elle vous avait donnée. Tant que vous ne l'avez pas fait, il est resté intact, en sommeil. 247 millions de dollars. Ma mère, Margaret Sullivan, qui faisait les doubles shifts, se tracassait pour les courses et est morte à l'hôpital dans une chemise de nuit Target parce que c'était tout ce que je pouvais me permettre. 247 millions de dollars. Il doit y avoir une erreur, murmurai-je. Mais Rebecca Klein secouait la tête, sortant d'autres papiers, d'autres documents sur lesquels je ne pouvais pas me concentrer parce que ce chiffre continuait de se brouiller devant mes yeux. Aucune erreur, Monsieur Sullivan, même si j'imagine que vous avez des questions sur la provenance de cet argent. Elle sortit une enveloppe, scellée, mon nom écrit dessus de l'écriture soignée de maman. Votre mère vous a laissé autre chose. Elle voulait que vous receviez ceci lorsque vous accédez au compte. Avec l'enveloppe, elle fit glisser une carte de visite. Papier épais, lettrage élégant. Un cabinet d'avocats à Londres dont je n'avais jamais entendu parler. Il gère la succession de votre mère. Enfin, votre succession maintenant. Il y a des actifs importants au-delà de ce compte. Des biens immobiliers, des investissements. Une fiducie qui fructifie depuis des décennies. Ils devront vous parler très vite pour commencer le transfert. Elle s'arrêta, observant mon visage. Monsieur Sullivan, je sais que c'est un choc. Mais, monsieur, qui que vous pensiez que votre mère était, qui que vous pensiez être, tout vient de changer. Je fixai l'enveloppe dans mes mains. L'écriture de maman. La carte avec les coordonnées du cabinet d'avocats londonien.
Jessica était probablement dans son pantouse en ce moment même, en train de fêter ma disparition avec un mec dont elle ne prenait même pas la peine de retenir le nom. Tout venait de basculer. Je suis resté assis dans ce bureau pendant 20 bonnes minutes avant de pouvoir ne serait-ce que tressaillir. L'enveloppe me paraissait incroyablement lourde. Juste du papier, juste de l'encre, mais chargée de cette année de questions que je ne savais même pas que je devrais poser. Autour de moi, la banque bourdonnait comme toujours le samedi. Les distributeurs automatiques qui bipent, les gens qui font traîner leurs papiers, le murmure discret d'affaires qui signifiait tout et rien pour eux. Mais dans ce petit bureau, avec ses œuvres d'art d'entreprise ennuyeuses et un bureau qui avait probablement été témoin d'1 million d'effondrements financiers, mon monde entier était en train de se briser comme un miroir touché en plein centre. Mes mains tremblaient tellement quand j'ai ouvert l'enveloppe. La lettre à l'intérieur était sur le même papier de bloc-notes bon marché que maman utilisait toujours, celui qu'on achète en gros au magasin à $1. Même maintenant, en révélant le secret qu'elle était sur le point de révéler, elle était toujours maman. Ma mère, qui était apparemment assise sur une putain de fortune, avait écrit ses dernières confessions sur du papier qui coûtait quelques centimes. Son écriture était tremblante. Elle était tellement malade à l'époque, à peine capable de tenir un stylo. Mais toujours reconnaissable, toujours la sienne. Mon très cher Marc, si tu lis ceci, ça veut dire que je suis parti. Ça veut dire que tu as enfin utilisé la carte que je t'ai donnée, ce qui veut dire que tu as touché le fond. Ou suffisamment près pour que tu te souviennes du dernier cadeau de ta mère. Je suis désolé que ça ait dû se passer comme ça. Je suis désolé pour tellement de choses. Elle continuait en disant qu'elle m'avait menti toute ma vie. Pas sur son amour pour moi, jamais ça, mais sur tout le reste. Sur qui elle était, qui était mon père, pourquoi nous vivions comme nous vivions alors que nous n'y étions pas obligés. Ton père n'était pas Thomas Sullivan, le comptable qui nous a plantés quand tu avais 2 ans. Ce type existait, oui, et il est bien parti. Mais ce n'était pas ton père. Je t'ai laissé croire ça parce que c'était plus facile que la vérité, parce que la vérité aurait foutu en l'air ton enfance. Je voulais que tu aies une enfance normale, une où tu n'étais pas défini par l'argent ou un grand nom qui t'aurait avalé tout entier. Mon père était Richard Chen, pas Sullivan. Chen par le sang. Une cousine éloignée que maman a rencontrée lors d'une réunion de famille quand elle avait 23 ans. Il avait 15 ans de plus, était déjà blindé de thunes, déjà marié à une femme que ses parents avaient choisie pour lui, déjà coincé dans une vie qu'il détestait. Ils sont tombés amoureux quand même. C'était stupide et imprudent et mal, écrivait maman, et c'était la chose la plus vraie qu'elle ait jamais ressentie. Puis elle est tombée enceinte de moi. Richard voulait quitter sa femme. Elle était prête à tout brûler, mais maman ne l'a pas laissé faire. J'avais vu ce que cette vie fait aux gens, écrivait-elle. L'argent, le pouvoir, la façon dont il tordait tout ce qu'il touchait, transformait les gens en symboles au lieu d'êtres humains. Je ne voulais pas ça pour toi. Je ne voulais pas que tu sois élevé dans ce monde, étouffé par les attentes, le devoir et le poids constant de toute cette richesse. Tu n'as jamais rien demandé. Alors je suis parti. J'ai pris le nom de Sullivan à un type qui avait compté pour moi pendant un petit moment, j'ai inventé une histoire d'abandon, et je t'ai élevé comme si nous étions pauvres, comme si nous avions du mal à joindre les deux bouts, comme si nous étions normaux. Mais Richard lui a fait promettre, lui a fait jurer de garder cet argent en sécurité pour moi. Que quand je serais assez grand, assez fort, quand je serais devenu celui que je devais devenir sans que l'argent ne me gâche la vie, j'aurais accès à tout. Richard est mort quand j'avais 7 ans. Crise cardiaque. Maman est allée à son enterrement et s'est tenue au fond, un visage parmi d'autres, regardant sa famille légitime pleurer. Sa femme n'a jamais su pour nous. Ses autres enfants, mes demi-frères et sœurs, n'ont jamais su que j'existais. Sa société leur est revenue, son héritage public, tout ce qu'il avait construit qui comptait pour les gens qui mesurent la valeur en titres de journaux et en cours boursiers. Mais sa fortune personnelle, l'argent qu'il avait amassé en douce, les investissements et les propriétés et les comptes qu'il avait gardés privés, tout ça, il me l'a légué par le biais de fiducies, de sociétés holdings et de montages juridiques tellement compliqués qu'il faudrait une équipe d'avocats pour démêler le tout. Tout ça attendait le jour où j'en aurais besoin. Je voulais que tu en aies besoin, Marc, a écrit maman. Je voulais que tu vives d'abord une vraie vie. Que tu galères, que tu échoues et que tu réussisses par toi-même. Que tu saches ce que c'est que de gagner quelque chose, de construire quelque chose. D'être quelqu'un sans argent, qui fait s'ouvrir toutes les portes avant même d'avoir frappé. Parce que maintenant, quand tu auras tout, tu sauras ce que c'est que de n'avoir rien. Et cette connaissance,
ce souvenir de galère, ça vaut plus que n'importe quelle somme d'argent que j'aurais pu te donner. Elle s'est excusée d'avoir menti, pour toutes les soirées où on a mangé des pâtes alors qu'elle aurait pu acheter tout l'immeuble où on vivait. Mais je ne regrette pas de t'avoir élevé comme je l'ai fait. Je ne regrette pas de t'avoir enseigné la valeur $1, la dignité du travail. Ces leçons t'aideront plus que n'importe quel fonds fiduciaire. Puis est venue la partie qui m'a anéanti. Tu vas m'en vouloir à mort. C'est pas grave. Sois en colère. Gueule sur moi si tu as besoin. Je suis morte. Je peux encaisser. Mais ensuite, quand la colère sera passée, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Sois bon. Sois prudent. Sois intelligent. Et sois heureux. Mon Dieu, sois heureux, s'il te plaît. Cet argent, c'est ton héritage, oui, mais c'est aussi ta revanche. Une revanche contre tous ceux qui t'ont sous-estimé, tous ceux qui t'ont traité comme si tu n'étais rien, tous ceux qui t'ont fait te sentir petit. Pas une revanche en détruisant des choses. C'est trop facile, trop bas. Une revanche en réussissant, en étant un winner, en construisant une vie tellement incroyable que tous ceux qui ont douté de toi seront obligés de la regarder se dérouler. La lettre se terminait par une post-scriptum qui m'a fait pleurer. Là, dans le bureau de ce banquier. J'ai vu la femme que tu as épousée. Je suis morte avant le mariage, mais j'ai vu sa photo. Je t'ai entendu parler d'elle. Elle est magnifique. Elle était parfaite, élégante. Tout ce que tout le monde dit qu'on devrait vouloir. Mais elle ne t'aime pas comme tu le mérites. Je pouvais le dire à l'époque. Je pouvais l'entendre dans ta voix quand tu parlais d'elle. Un petit doute, comme si tu essayais de t'en convaincre toi-même. Je savais qu'elle te ferait souffrir, comme je le pensais. Ne la laisse pas te prendre quoi que ce soit d'important. Ni ta fierté, ni ta gentillesse, ni ta conviction qu'un véritable amour existe. Il existe, crois-moi. C'est juste rare. Et il n'utilise jamais, au grand jamais, l'argent pour te blesser. Maman le savait. Elle a vu clair à travers Jessica à des centaines de kilomètres de distance, depuis un lit d'hôpital, juste en entendant ma voix. Rebecca m'a laissé de l'espace pour gérer tout ça. Quand je suis finalement sorti de ma torpeur, elle m'a dit que je devais appeler Londres, genre, tout de suite. Des trucs qui ne pouvaient pas attendre. Des affaires immobilières, des investissements qui avaient besoin de mon accord. Des trucs légaux qui attendaient que je les réclame. Je suis sorti de la banque hébétée et je suis allé chez Ryan. Son appart était minuscule, au 5e étage sans ascenseur à Hell's Kitchen. Lui et Emily faisaient tellement d'efforts pour ne rien laisser paraître, mais on sentait qu'ils étaient stressés par la place. Sarah a dit que j'avais jusqu'à jeudi, quand sa cousine arrivait. Je ne pouvais pas leur dire. Pas encore. L'avertissement de Rebecca me trottait dans la tête. Laisse les gens te montrer qui ils sont avant que l'argent ne vienne tout gâcher. Alors j'ai menti. J'ai dit à Ryan que l'entretien s'était super bien passé, que je devrais peut-être loger ailleurs pour le travail. J'ai construit des murs entre celui que j'étais et celui que tout le monde pensait que j'avais toujours été. Dimanche, j'ai appelé Londres. Alexander Whitmore a répondu. Accent britannique, classe, que du sérieux. Monsieur Sullivan, nous vous attendions. Il a tout organisé. Vol en première classe, lundi matin. Hôtel au Connaught. Un aperçu complet de ce que je possédais. Puis il a mentionné autre chose. Un endroit à New York. Tribeca. Un Penthouse. Ma mère l'a acheté il y a des années et l'a aménagé pour moi, pour quand j'en aurais besoin. J'y suis allé dimanche après-midi. La responsable de l'immeuble, Patricia, attendait. Votre mère l'a conçu, a-t-elle dit doucement. Il y a des années, elle a dit qu'il devait ressembler à la personne que vous êtes vraiment, pas à celle que vous faites semblant d'être. L'appartement m'a coupé le souffle. Des baies vitrées du sol au plafond, donnant sur le Hudson. Des briques apparentes, du parquet. Des meubles qui avaient l'air confortables, pas seulement chers. Des bibliothèques remplies de livres, des trucs que j'avais mentionnés à maman en passant il y a des années. Une cafetière, mon modèle préféré. Le même shampoing bon marché que j'utilisais à la fac. Dans la chambre, sur la table de chevet, il y avait une photo que je n'avais jamais vue. Ma mère et un type que je ne connaissais pas. Des versions plus jeunes d'eux-mêmes, riant de quelque chose, debout devant ce qui ressemblait à un restaurant chinois. Il avait son bras autour d'elle,
sa main sur sa poitrine. Richard Chen. Mon père. Le type que je n'avais jamais rencontré. J'avais ses yeux. Ou c'était lui qui avait les miens. Le sourire de ma mère sur cette photo était différent de tous les sourires que j'avais vus sur son visage. Vrai, sans retenue. Comme si elle était illuminée de l'intérieur par quelque chose qui n'avait rien à voir avec le fait d'être courageuse pour son fils. C'est à ça qu'elle avait renoncé. Ce bonheur, cet amour. Ce type qui la faisait rire comme ça, pour moi. Pour que je puisse avoir une vie normale. Pour m'empêcher d'être écrasé par tout cet argent. Pour que je puisse devenir qui j'étais censé être sans le poids d'une dynastie. Lundi matin, 5h15. Je me tenais devant ses fenêtres, à regarder la ville se réveiller. La voiture est arrivée à 5h30. British Airways, première classe pour Londres. Je n'avais jamais voyagé autrement qu'en classe économique au départ de JFK. Pas de queue à l'enregistrement de première classe. L'agente a regardé son écran et toute son attitude a changé. Monsieur Sullivan, bienvenue. Tout est en ordre. Nous vous avons surclassé dans notre nouvelle suite première classe, sans frais supplémentaires. Le salon était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Des fauteuils en cuir, des tonnes de prises de courant, un buffet de petit déjeuner qui aurait pu nourrir une petite armée. J'ai rempli une assiette, trouvé un siège dans un coin et sorti les papiers que le cabinet londonien avait envoyés. Les chiffres étaient dingues. Valeur totale, plus d'1 milliard de dollars. Et ce n'était pas seulement les 247 millions en liquide. Des propriétés valant 340 millions. Des entreprises valant 520 millions. De l'art et des trucs valant 93 millions. Des biens immobiliers à Londres, New York, Paris, Tokyo, Sydney, Le Cap, Sao Paulo, Dubaï. Le Pantouse de Tribeca valait à lui seul 38 millions. 6 postes d'administrateurs dans de grandes entreprises, chacun rapportant 2 à 3 millions par an juste pour se montrer. Le fonds fiduciaire entier de Jessica était de 8 millions. La richesse totale de sa famille était de 68 millions. J'avais plus de 10 fois ça. Ils ont appelé le vol. J'ai embarqué par une porte séparée, à l'écart de la foule, dans une cabine qui ne ressemblait à aucun avion que j'avais jamais vu. Des cabines individuelles avec des portes qui se fermaient, des sièges qui se transformaient en lits, des placards personnels. Et puis, à 8h17, j'ai entendu sa voix. Oui, la suite est très bien. Non, je n'ai pas besoin de champagne. Jessica, 3 rangées devant. Bien sûr, elle était sur mon vol pour Londres. L'univers a un sens de l'humour tordu. J'ai fermé complètement la porte de ma suite. J'ai passé 7h30 à me cacher de la femme qui pensait s'être débarrassée de moi. À lire les notes des réunions d'entreprise et les rapports financiers, à me renseigner sur l'empire que mon père avait bâti et que ma mère avait protégé. À Heathrow, 2 avocats de Whitmore & Associates m'attendaient. James Crawford et Rachel Okonkwo. Que du sérieux. Intelligents, prêts à l'action. Ils avaient une voiture qui attendait, une Mercedes. Sur le trajet vers Londres, ils m'ont mis au courant. Mon père avait été un génie de la finance. Des investissements technologiques à la fin des années 80, avant tout le monde. L'immobilier, le capital risque, les marchés émergents avant qu'ils n'explosent. Votre mère s'est assurée que rien de tout ça ne soit malhonnête, dit Rachel, en souriant. Elle était contre les prisons privées, les prêts abusifs, le forage pétrolier. Votre père? Il voulait investir dans tout ça. Il regardait juste les rendements, ajouta James. Mais votre mère disait, absolument pas. Le but était d'être éthique. L'énergie propre, les trucs liés à la santé, la technologie éducative, le logement abordable, l'agriculture qui ne craint pas. Elle a fait de lui un investisseur à impact avant même que ça existe, dit James. Et ça a marché. Le portefeuille a très bien fonctionné, parce qu'il s'agissait de résoudre des problèmes. Ensuite, ils m'ont emmené au Connaught. Vieille fortune. Luxe discret. La suite était démente. Pas juste une chambre, un putain d'appartement entier. Je suis resté là à regarder Mayfair, essayant de comprendre tout ça. Samedi matin, je pensais avoir 600 balles. Mardi matin, je rencontrais Alexander Whitmore à son bureau. Fin des années 70, cheveux blancs, des yeux qui pouvaient couper du verre. Il gérait de l'argent sérieux depuis des décennies. Il m'a serré la main, une poignée de main ferme,
et a dit « J'attendais de vous rencontrer depuis 7 ans. » Nous avons passé 4 heures à tout passer en revue. Les propriétés, les investissements, les postes d'administrateur, tout le labyrinthe juridique. Votre père jouait aux échecs en 3 dimensions, m'a dit l'un des avocats. Chaque mouvement ouvrait davantage d'options. Alexander m'a donné une autre lettre de ma mère. Celle-ci disait que Richard m'avait donné quelque chose que ses autres enfants n'auraient jamais. Le choix. Ils se sont retrouvés coincés avec des obligations, a écrit maman. Des attentes. La pression d'être un chêne, de fréquenter ce milieu. Toi, tu as la liberté. Pas d'histoire de famille qui te pèse. Personne n'attend rien de toi à part toi-même. Tu peux décider qui tu veux être. Puis elle m'a donné quelques conseils. Commence petit. Trouve une chose qui te tient à cœur, un problème que tu veux résoudre. Tu n'es pas obligé de changer le monde demain. Contente-toi d'être présent aujourd'hui et essaie d'être correct avec ce que tu as. Ce soir-là, Alexander a eu une suggestion. Ton ex-femme a une réservation au Ledbury ce soir. 8h15, table pour 2. Je me suis dit que tu aimerais peut-être le savoir. Quelque chose s'est agité en moi. Pas de la vengeance exactement, mais il fallait qu'elle voie que j'étais plus que juste son histoire. Fais-moi une réservation, dis-je. 8 heures. La meilleure table. Nous sommes arrivés au Ledbury à l'heure pile. Le restaurant était magnifique. Discrètement chic, en plein milieu, impossible à manquer. À 8h17, Jessica est entrée. Elle était splendide, comme toujours. Robe noire, coupe parfaite, coiffure parfaite, maquillage parfait. Daniel était avec elle. Grand, beau gosse dans le genre banquier ennuyeux, costume hors de prix, sourire confiant. Il ressemblait à une pub pour la réussite. Jessica a balayé la salle du regard. Ses yeux se sont arrêtés sur moi. J'ai vu son regard hésiter, sa confusion. J'étais censé être à New York. Ruiné, à la ramasse. Pas ici, au Ledbury, dans un costume qui coûtait plus cher que ce qu'elle m'avait laissé, en train de dîner avec un ponte qui sentait l'argent à plein nez. J'ai souri, j'ai légèrement levé mon verre, puis je me suis retourné vers Alexander comme si elle n'était rien. Elle est déstabilisée, a murmuré Alexander. Elle vient d'agripper le bras de Daniel, cherchant du soutien. Il n'a aucune idée de qui tu es. Nous avons mangé lentement, savourant chaque plat. L'addition est arrivée dans un étui en cuir. J'ai sorti la carte noire qu'Alexander m'avait donnée. Providence Holdings, en relief. Nous nous sommes levés pour partir. Je n'ai pas regardé la table de Jessica, je suis juste sorti, laissant ma présence parler pour moi. À 23h, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Indicatif régional de Londres. Marc. La voix de Jessica, crispée, tremblante. Pas la femme sure d'elle qui m'avait mis à la porte 4 jours plus tôt. C'était toi au restaurant ce soir? Oui, dis-je, calmement. Qu'est-ce que tu fais à Londres? Comment vas-tu? C'était qui ce type? Une relation d'affaires. Quelles affaires? Tu n'en as pas. Tu n'as jamais demandé. Je pouvais entendre sa respiration, ses pensées qui tourbillonnaient. Les papiers du divorce. Tu ne les as pas signés. J'étais occupé. Occupé à quoi, Marc? Qu'est-ce qui se passe? À réfléchir à certaines choses. Sur qui je suis, ce que je veux, où je vais. Je pouvais entendre Daniel en arrière-plan, Jessica se dirigeant vers une autre pièce, fermant la porte. C'est ridicule. On divorce. Tu ne peux pas juste débarquer à Londres. Je n'avais aucune idée que tu serais là, Jessica. Comment aurais-je pu le savoir? Je ne suis plus ton emploi du temps. Ça s'est arrêté quand tu m'as jeté dehors. Respiration saccadée. Je ne t'ai pas jeté dehors. Je t'ai demandé de partir. Pour moi, c'était la même chose. Envoie les papiers à mon avocat. Je les regarderai quand je serai prêt. D'ici là, profite de Londres. Profite de Daniel. Profite de ta nouvelle vie passionnante. Ton avocat. Tu as un avocat maintenant. Tout le monde devrait avoir un avocat. C'est toi qui m'as appris ça. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, et pour la première fois depuis samedi matin, j'ai souri. Pas parce que je l'avais blessée, bien qu'un peu.
mais parce que j'avais enfin cessé de la laisser écrire mon histoire. Le lendemain matin, Alexander m'a montré le rapport complet. L'argent de la famille de Jessica était bloqué, peinant à suivre ses dépenses. Daniel payait ses factures depuis 8 mois, 8 000 par mois. Il avait financé la bague au lieu de l'acheter. Ils avaient une liaison depuis 8 mois, ils avaient tout planifié. Tous les deux prétendant être plus riches qu'ils ne l'étaient, tous les deux mentant, planifiant un mariage alors que mes papiers de divorce traînaient encore. « Qu'est-ce que tu veux faire » demanda Alexander. J'ai pensé à la lettre de maman, à la vengeance contre le succès, à commencer petit. Rien, dis-je. Laisse-la s'interroger, laisse-la douter, laisse-la épouser Daniel en pensant qu'elle gagne. La vérité finira par éclater, mais ce n'est plus mon problème. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais construire quelque chose, dis-je. Quelque chose dont maman serait fière. Je vais prendre les sièges au conseil d'administration. Apprendre des choses, aider. Utiliser cet argent pour arranger les choses, pas juste pour gagner plus d'argent. Je vais aider là où ça compte. Vivre une vie qui a du sens, pas seulement un solde bancaire. Alexander a souri. Ta mère savait que tu dirais ça. 3 semaines plus tard, j'ai signé les papiers du divorce. N'ai pris que ce qui était à moi. J'ai laissé Jessica avoir sa victoire, penser qu'elle avait gagné. J'ai acheté l'immeuble de Ryan en douce, réparé la plomberie, remis l'ascenseur en marche, amélioré les appartements. Je ne leur ai pas dit que c'était moi. Je leur ai juste laissé la vie devenir plus facile, sans poser de questions. J'ai pris les postes au conseil d'administration, j'ai commencé à apprendre des choses que je ne connaissais pas, j'ai commencé à comprendre ce que papa avait construit et ce que maman avait économisé. Je suis encore en train de comprendre qui je suis avec toute cette liberté. J'apprends encore à gérer les grands choix. Je suis encore en train de décider quel genre de personne je veux être. Mais je sais une chose. Maman avait raison. L'argent n'est pas le cadeau. Le choix l'est, la liberté de construire quelque chose de réel, d'aider là où ça compte. De vivre une vie dont elle serait fière. C'est bien assez comme vengeance. C'est ça, le succès qui compte. Et à New York, Jessica a épousé Daniel au printemps, ignorant tout de ce qu'elle avait perdu, ne réalisant jamais que le mari fauché qu'elle avait largué avait obtenu plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. J'ai appris par des amis communs qu'elle semble heureuse. Tant mieux pour elle. Et je le pense sincèrement, parce que moi aussi, je suis heureux, d'une manière qui n'a plus rien à voir avec elle, désormais. Je construis la vie pour laquelle ma mère est morte afin que je puisse la construire. Je deviens la personne qu'elle pensait que je pouvais être, et ça vaut plus que n'importe quelle somme d'argent, où que ce soit. C'est ça, le véritable héritage, pas ces milliards. Choisir de faire le bien avec ce qu'on a. C'est ce que maman a toujours voulu de moi.